Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce mardi. L'explosion à Yopougon d'un dépôt de gaz butane. Les maisons contiguës au dépôt ont été touchées par les flammes et les débris des bouteilles. Bilan 2 brûlés et plusieurs biens réduits en cendres. Nous irons à Yopougon, Koweït, en début de journal. Le gouvernement ivoirien a entériné la prorogation de la révision de la liste électorale jusqu'au 5 juillet. Une proposition de la commission électorale indépendante suite aux pluies diluviennes qui ont perturbé les opérations d'enrôlement. Et puis la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue au Cameroun en janvier prochain a été reportée d'1 an, annonce faite ce mardi par la Confédération africaine de football. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, elle, pourrait ne pas être menacée malgré ce report. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce mardi. Le gouvernement a entériné la prorogation de la révision de la liste électorale jusqu'au 5 juillet prochain, une proposition de la commission électorale indépendante suite aux pluies diluviennes qui ont perturbé les opérations d'enrôlement. Pierre Di-Pomelin, Arona Zeba. Au titre du ministère... La proposition de la CEI, commission électorale indépendante, de proroger une seconde fois la durée de l'enrôlement pour la révision de la liste électorale a été acté par le Conseil des ministres extraordinaires de ce mardi. Ainsi, les nouveaux majeurs et ceux désireux de changer de lieu de vote ont jusqu'au 5 juillet 2020 pour s'enregistrer dans les centres d'enrôlement, a indiqué le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période de révision de la liste électorale. Au moment où arrive l'échéance du deuxième délai accordé aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour l'inscription sur la liste électorale, l'engouement qui avait justifié la première prorogation n'a pas faibli et nombreux sont les Ivoiriens qui ne pourront pas s'inscrire sur la liste électorale si cette opération s'arrête définitivement à la date du 30 juin 2020. Aussi, à la demande des parties prenantes au processus électoral et soucieux de la participation massive des Ivoiriens aux élections, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission électorale indépendante, a décidé de proroger à nouveau la période de révision de la liste électorale jusqu'au dimanche 5 juillet 2020 à 12 heures. Les nouveaux majeurs constituent un véritable enjeu pour les prochaines joutes électorales en Côte d'Ivoire. Les états-majors des partis politiques s'activent depuis plusieurs mois à tirer un meilleur profit de ces nouveaux électeurs. Notons que la validité des cartes nationales d'identité a elle aussi été prorogée de 1 an. Et le traditionnel décompte sur la situation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. 285 nouveaux cas enregistrés ce jour, 277 guéris et 2 décès. Toutes les précisions avec Mamadou Samba, le directeur général de la santé. Pour la situation de la Covid-19 au 30 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 30 juin 2020, 285 nouveaux cas de Covid-19 sur 2012 échantillons prélevés, soit 14,2% de cas positifs. 277 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès survenus dans un établissement sanitaire public. Il s'agit d'une patiente de 40 ans diabétique et d'un patient de 78 ans hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 30 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries, 68 décès et 5 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 55 950. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics, afin de nous protéger et de protéger les autres.
Rappelons les chiffres, ce lundi, la Côte d'Ivoire se rapproche donc un peu plus de la barre des 10 000 cas précisément. 9 499 cas confirmés, dont 4 273 personnes guéries, 68 décès et 5 158 cas actifs. Continuons d'observer les mesures barrières pour vite sortir de cette crise sanitaire. On en vient à ces détonations entendues dans la commune de Yopougon. Il s'agit de l'explosion d'un dépôt de gaz butane. Conséquence, les maisons contiguës au dépôt ont été touchées par les flammes et les débris des bouteilles. Bilan, 2 brûlés et plusieurs biens réduits en cendres. Le témoignage de Thiemé Danger et Eric Kimou. Matinée difficile pour ce retraité et sa famille. Sa maison est la plus grande victime de l'explosion de bouteilles de gaz dans ce dépôt, en pleine zone d'habitation à Yopougon-Koweït, à l'ouest d'Abidjan. Sa fille aînée accuse péniblement le coup. Ce qui s'est passé, on a tout perdu. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots pour expliquer ce qui se passe. Parce que là, ça nous a surpris, nous tous. Ça, imaginons si c'était la nuit, tout le monde était mort. Le dur travail de toute une vie du vieux, tout est parti en fumée. La cause de l'infortune de la famille, ce dépôt de bouteilles de gaz réduit en cendres. Le chef et d'autres riverains disent s'y être opposés en vain. Avant de venir s'installer, je dis à la dame que ça c'est une bombe. Et ça peut dégénérer à tout moment, le propriétaire. Les dames même là, qui vendaient dehors là, se sont plaints. Mais elle allait prendre la mairie. La police, ils sont venus dégager les gens pour que le camion puisse rentrer. Et ils sont rentrés, se sont installés. Elle dit, celui qui ne peut pas, là, il n'a qu'à partir. Et c'est comme ça, on est là en attendant qu'on puisse partir. Et c'est là le drame, c'est qu'on évitait là. On s'est plaigné plusieurs fois, parce que c'est un danger qui est là. Effectivement, aujourd'hui, c'est arrivé. Cet autre habitant, dont les fortes détonations ont fait tomber son plafond, tout comme ce témoin, abonde dans le même sens. On s'est souvent plaint, mais il n'y a pas eu de suite. Et les gens ont continué leur activité. Et puis bon, voilà, aujourd'hui c'est arrivé, le malheur a frappé tout le monde. Et ils pompent les gaz, ils pompent. À partir de 18h, on ne peut pas respirer, on ne peut pas manger ici. À partir de 18h, là, quand ils commencent à pomper comme ça, on ne peut pas s'asseoir. Outre les habitations contiguës sinistrées, ces regards sont touchés par les explosions. Preuve de la violence du sinistre. Le bilan de cette intervention, 2 brûlés qui ont été rapidement évacués au centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Accourus au secours des sinistrés, les soldats du feu en poste à la caserne de Yopougon appellent au respect des normes de sécurité incendie pour exercer le commerce de gaz butane. Avant d'installer un dépôt de gaz, il faudrait que ces derniers prennent contact avec des services spécialisés dans la prévention, afin qu'ils puissent mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour véritablement assurer la protection de leurs différents magasins. Les victimes, elles, la colère dans la voix, ont le regard contrit, tourné vers l'État et les bonnes volontés. J'ai dit, mais où est souvenir là, il a travaillé pendant 30 ans. 30 ans, il a eu retraite anticipée. Aujourd'hui, là, où maintenant il va aller au village? Où est ça? Il va aller au village et quoi? Qu'est-ce qu'il a eu comme souvenir? On travaille là, c'est pas pour avoir souvenir. Pour lui, tout est parti en fumée, en un clin d'œil. Si il y a des gens de bonne volonté, et si le gouvernement peut compatir, vraiment il faut qu'il nous vienne en aide parce que tout a reconstruit. C'est des choses qu'on n'a pas achetées en un jour. On est obligé de racheter. Dernière nouvelle, les blessés évacués au Grand Brûlé sont hors danger. Leur pronostic vital, apprend-on, n'est pas engagé. Intéressons-nous maintenant à la pandémie liée au coronavirus et ses multiples conséquences, entre autres l'utilisation récurrente de faux médicaments, une situation qui pourrait engendrer d'énormes dégâts sanitaires. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la contrefaçon, le Comité national de lutte a organisé aujourd'hui une conférence sur le danger économique, sanitaire et social que représente la contrefaçon face à la maladie à coronavirus. On fait le point avec Nadia Eja. Des manuels scolaires, des produits de consommation sont entre autres produits saisis par le Comité national de lutte contre la contrefaçon de janvier à décembre 2019. Malgré tout, la contrefaçon persiste. Et le pire, au cours de cette période de coronavirus, c'est la ruée vers les médicaments falsifiés par la population. La consommation des médicaments contrefaits est en nette augmentation parce qu'en plus des médicaments ordinaires qu'on prenait, qui concernaient les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antalgiques, les antipyrétiques, alors on a une forte consommation
d'hydroxychloroquine et de la chloroquine, alimentés par le marché parallèle à cause de la pandémie de la Covid-19. Si l'on y prend garde, les conséquences pourraient être irréversibles sur le plan sanitaire. D'abord les troubles cardiaques, parce que l'hydroxychloroquine entraîne des troubles cardiaques pouvant conduire à la mort. On a aussi, bien sûr, l'insuffisance rénale qui sera encore au tableau sombre des conséquences. On aura aussi des AVC qui seront rencontrés et aussi d'autres pathologies. Pourtant, les médicaments à risque sont vendus dans des marchés dont le plus célèbre reste le marché de Roxy à Adjamé. Pour le président du comité national de lutte contre la contrefaçon, il faut impliquer la population pour plus d'efficacité. Il faut que la population elle-même soit au centre du travail que nous faisons, parce que nous faisons ce travail pour la population et malheureusement, on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la contrefaçon. Ici à Dodone, ils sont consommateurs vraiment sans savoir de quoi il s'agit. Alors qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes de sécurité importants il faut les amener à comprendre. Le comité national de lutte contre la contrefaçon entend perpétuer sa mission sur l'ensemble du territoire. En 2019, ce sont plus de 815 millions de francs CFA de produits contrefaits saisis sur l'ensemble du territoire. La saison des pluies se poursuit. Toutes les constructions obstruant le passage naturel des eaux du ruissellement vont être détruites. Ainsi en a décidé le président de la République suite aux inondations qui ont fait plusieurs morts dans le district d'Abidjan. Des habitations dans des zones inondables, souvent dans les quartiers UP, sont mises en cause dans les dernières pluies enregistrées. Pierre Dipomélin à Ronazeba. Les dernières pluies ont provoqué d'importantes crues dans le district d'Abidjan. Il est tombé 4 à 5 fois plus de pluie que les années précédentes. Mais ces inondations qui ont fait plusieurs morts et des portées disparues sont aussi le fait de constructions sur les passages d'eau. Après avoir manifesté sa compassion aux victimes et à leurs proches, le président de la République, Alassane Ouattara, ordonne une démolition de toute construction qui entrave les voies d'eau. Il est bon de rappeler ici, mesdames et messieurs, que d'énormes investissements ont été effectués par le gouvernement ces dernières années pour réaliser des infrastructures ou ouvrages d'assainissement et d'évacuation d'eau et de ruissellement. Mais cependant, force est de constater que nous devons appeler, encore une fois, aujourd'hui à un minimum de discipline de chacun d'entre nous, à un minimum de culture citoyenne de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, il nous faut penser aux autres dans tout ce que nous faisons tous les jours. Par ailleurs, le chef de l'État a d'ailleurs instruit les différents ministres concernés à l'effet de procéder à la destruction de façon, je dirais, ferme de toutes ces infrastructures qui persistent sur les voies d'eau, parce que force est de constater que, usant souvent de leur qualité, certaines personnes font de la résistance ou essaient de profiter des différentes faiblesses des procédures judiciaires pour pouvoir faire perdurer leur incivisme. Donc il nous faut définitivement arrêter ces actes d'incivilité et enjoindre les personnes qui ont des infrastructures sur les voies d'eau à les faire détruire, ou bien ces infrastructures seront détruites par la force publique. Les populations occupant les zones inondables ont été sensibilisées et invitées à libérer les bassins d'orage depuis mars. Mais il n'y a pas eu de déguerpissement pour cause de pandémie. Notons que la commune d'Anyama a payé un lourd tribut avec 17 morts enregistrés lors de l'éboulement du 18 juin dernier. Ces fortes pluies qui tombent ces jours-ci à Abidjan constituent de véritables sources d'inquiétude pour de nombreuses populations qui sont exposées à des risques d'éboulement, des terrains engloutis, de gros trous qui côtoient leur domicile. L'un de ces ravins hyper dangereux a été signalé à Bobo Plaque. Nous y avons dépêché nos reporters Salifia Lekwe et Fulgence Kissiedo. Les fortes pluies qui s'abattent sur la Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, troublent le sommeil de nombreuses familles. Ici, à Bobo Plaque, l'on est anxieux. Michel Kwassikra, retraité, a fini par abandonner sa maison depuis quelques jours. Son domicile, fruit de plusieurs années de dur labeur, n'est plus habitable en raison de ce gros trou. Ici, on pointe du doigt des travaux publics qui auraient aggravé la situation. Mon petit argent qu'on m'a donné, j'ai pris pour construire ça. Quand je construisais,
Il n'y avait pas trop ici. Depuis le 16 mai matin, à 6 h du matin, je me réveille. Voilà le trou qui est là. Puis je suis parti. Comme Michel Kouassi, les habitants de cette partie du quartier Plaque 2 désert, dans la commune d'Abobo, sont en détresse. On évoque des difficultés financières pour retrouver un gîte plus sécurisé. Pour l'heure, la priorité n'est pas au départ, quoique la menace est réelle. Saison de pluie, là aussi, c'est pas facile pour avoir les maisons. Sincèrement, on demande l'aide de l'État, sinon vraiment les gens sont en difficulté ici. Ce trou-là allait très vite. Il y avait un petit trou, il y a au moins 5 ans de cela. Mais pour que ça soit dégradé comme ça, c'est en espace de 1 an. Depuis ils ont commencé les travaux, ils ont creusé et ils ont mis le gros tuyau en fer là. Maintenant, le fait que ça n'a pas été damé, quand il pleut, la pluie descend tellement fort au quartier, donc ça a creusé et ça a occasionné ça. La situation inquiète toutes les couches sociales et même les enfants. Quand je vois, ça me fait peur. Et peut-être que je n'ai pas arrivé où ça notre école, à cause ça me fait peur. Je voulais qu'on répare le trou le plus vite possible, avant que ce ne soit trop tard. À quelques encablures de là, à Plaque 1 précisément, le décor reste le même. Le gros trou qui ceinture presque toute la zone a englouti au fil des années plusieurs habitations, dont celle de ce vieil homme. La mairie d'Abobo, il vient faire photo, tout ça là, il vient tout le temps de faire ça. Mais elle n'a même pas nous appelé à la mairie d'abord. On n'a pas le choix, on va aller où? Avec toutes ces familles, on va partir où? Donc on n'a vraiment pas le choix. Donc on essaie de faire comme on peut, dévier l'eau, pour ne pas que l'eau descende avec vraiment une pression ici, mais avec tout ce qu'on fait, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Les fortes précipitations qui ont arrosé ces derniers jours le district d'Abidjan ont fait une vingtaine de morts, plusieurs disparus et de nombreux dégâts matériels. Réunis en Conseil des ministres extraordinaire ce mardi, le gouvernement a annoncé la destruction immédiate des maisons construites sur les voies d'eau à Abidjan. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue au Cameroun en janvier prochain a été reportée d'1 an. Annonce faite ce mardi par la Confédération africaine de football, la CAF. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, elle, pourrait ne pas être menacée malgré ce report. Yeli Traoré. L'édition camerounaise de la Coupe d'Afrique des Nations sera-t-elle maudite jusqu'au bout? Initialement prévue en 2019, mais réattribuée à l'Égypte en raison de retard dans les travaux d'infrastructure, la CAN au Cameroun a été reprogrammée du 9 janvier au 6 février 2021. La Confédération africaine de football vient d'annoncer un nouveau report en raison de la pandémie de Covid-19 à janvier 2022. Aujourd'hui, le comité exécutif, comme vous avez dit, a pris un certain nombre de décisions très importantes qui ont été guidées par une règle simple: la santé est la priorité absolue. C'est d'autant plus vrai que dans certains pays du continent, le pic de la pandémie n'est pas encore atteint. Nous devons donc rester vigilants. En Afrique, comme partout dans le monde, cette pandémie révèle ce qui place la vie au-dessus de tout, devant le profit économique, devant les intérêts personnels. J'en fais partie. Protéger les sportifs, les officiels, les personnels des clubs et des fédérations, et même vous les médias, ainsi que le public, est une mission sacrée de la CAF. Après l'Euro 2020 et la Copa América 2020, la CAN 2021 est le 3e tournoi de foot majeur à être décalé en raison de la pandémie de coronavirus. Si plusieurs figures du foot africain ont plaidé pour ce report, d'autres refusent d'y toucher par manque de créneaux libres. Le continent africain est jusqu'à présent relativement épargné par la pandémie, qui a officiellement fait moins de 2500 morts. Mais les indices suggérant que ce bilan est fortement sous-estimé se multiplient. Et au-delà de la menace du Covid-19, l'impossibilité de mener à terme les qualifications préalables au tournoi inquiète aussi les dirigeants africains, alors qu'il reste encore 4 journées à disputer. Les présidents de 5 pays du Sahel et de la France sont arrivés ce mardi à Nouakchott pour faire le point sur leur combat contre les terroristes, 6 mois après avoir décidé d'intensifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région. On retrouve Yeli Traoré. Les chefs d'État sahéliens et le président français se retrouvent dans le contexte inédit de la pandémie
qui a longtemps fait douter de leur présence physique à cette réunion d'un jour. Malgré les masques et la profusion de précautions sanitaires, le climat est annoncé moins tendu que 6 mois plus tôt. Emmanuel Macron effectuait son premier déplacement hors d'Europe depuis le début de la pandémie. Nous avons, durant ces 6 derniers mois, connu de vrais succès. Dans la lutte contre le terrorisme, avec la neutralisation de chefs redoutés et qui ont été sanglants pour toute la région et qui ont fait beaucoup de mal aux populations civiles, parce que nous avons réussi à améliorer notre organisation en matière de sécurité, de partage de l'information, parce qu'il y a eu une vraie montée en gamme de l'intervention des armées sahéliennes. Pour Emmanuel Macron, ce sommet visera à consolider les acquis tout en affirmant la nécessité de faire davantage en matière de retour de l'État, en particulier au Mali et au Burkina. Au Burkina, des zones entières menacent d'être privées d'élections pour cause d'insécurité. On élira aussi un nouveau président au Niger en 2020. Quant au Mali, son président est confronté à une contestation intérieure dont l'issue inquiète ses voisins ouest-africains et ses alliés. Nous devons faire davantage en matière de retour de l'État. Et dans beaucoup de régions, il est important que la consolidation de l'État soit maintenue. Je pense en particulier à ce qui doit être fait au Mali, au Burkina, dans un contexte, on le sait, très compliqué. Sahéliens et Français revendiquent de lourdes pertes infligées aux djihadistes en 2020 et la forte baisse des leurs. Les experts, toutefois, continuent à dresser un sombre tableau. Chacun conserve à l'esprit la précarité de la situation et des gains réalisés qui peuvent être annihilés en l'absence de progrès sur des fronts autres que militaires, comme la reconstruction civile ou la réconciliation. De telles avancées sont jugées indispensables pour sortir la sous-région de la spirale des violences, commencée en 2012 dans le nord du Mali. Nouakchott est présenté côté français comme l'occasion de préparer l'avenir sur la lancée de Pau et de poursuivre l'effort consistant à associer à la lutte le plus grand nombre de partenaires, en particulier européens, par exemple au sein de Takuba, un groupement de forces spéciales censé accompagner les Maliens au combat. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 20h05 pour NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.